Bienvenue à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi, le chef de l'État Joseph Kabila a nommé, au terme d'une ordonnance rendue publique mardi sur la télévision nationale congolaise, Sébastien Lesenjina, président du conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile du Congo. Jean Chiumba et Hippolyte Mwaka ont été nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint de cet établissement public qui compte 5 membres du conseil d'administration, et le chef de l'État a également approuvé l'accord de don de 36 900 000 $ américains conclu en octobre 2014 entre la RDC et la Banque mondiale sur le projet de gestion améliorée du bassin du Congo. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'ordonnance présidentielle. Vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration Monsieur Sébastien Lesenjina, Monsieur Jean Chiumba Mpunga, Monsieur Crispin Mutumbe Mbuya, Monsieur Davis Okundi Shungu, Monsieur Gabriel Izundu Asieno. Article 2. Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Sébastien Lesenjina. Article 3. Est nommé directeur général Monsieur Jean Chiumba Mpunga. Article 4. Est nommé directeur général adjoint Monsieur Hippolyte Mwaka Mvwe Zolo. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment le décret numéro 049-C/2003 du 30 mars 2003 portant nomination des membres du comité de direction de l'autorité de l'aviation civile du Congo. Article 6. Le ministre des Transports et Voies de communication est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 17 mars 2015, Joseph Kabila Kabange, Augustin Matata Ponyo-Mapong, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 mars 2015, le cabinet du président de la République, Gustave Beyassikou, directeur de cabinet. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé ce mercredi avec une délégation de Kibali Goldmine conduite par Willem Jacobs, le directeur général pour les opérations Afrique centrale et orientale. Il a été question de la révision du code minier et Kibali promet dans les tout prochains jours les retombées de son investissement sur l'économie congolaise. See the Prime Minister, the draft mining code. Et en tant qu'investisseur ou opérateur minier important dans ce pays, surtout dans les secteurs de l'or, nous sommes le premier en RDC. Nous sommes venus justement par rapport à ce processus et nous l'avons vu. Nous le remercions justement pour son temps. Et l'idée que nous avons présentée sur la table, c'est que nous sommes en fin de consultation justement avec le ministère. Et bientôt, cette législation sera discutée à d'autres instances. Et nous voulions, en tant qu'investisseurs, lui présenter un nombre de préoccupations que nous avons. D'abord, faire une évaluation du code de 2002, c'est ce que nous avons commencé par faire. Et à ce jour, le code de 2002 contribue significativement à l'économie de la RDC. Et vous l'avez sûrement vu, il y a pratiquement plusieurs millions de dollars qui sont payés comme taxes auprès de l'État. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets qui sont en fin d'amortissement du capital qui vont commencer à payer leurs taxes dans les 12 ou 24 mois qui viennent.
Cela signifie qu'on aura un peu plus de taxes qui vont entrer dans le trésor public et ça va encore une fois de plus augmenter l'impact du secteur dans le pays. Peut-être que tout le monde ne l'a pas encore vu, c'est puisque des projets étaient encore en phase d'investissement ou de capital et on va le sentir dans le mois qui viennent. Autre sujet dans l'actualité, le gouvernement Matata II a totalisé mardi 100 jours depuis son investiture, mais la question qui brûle les lèvres est de savoir si cette équipe gouvernementale fait montre jusqu'ici de relever les défis du social, une des priorités de l'action du chef de l'État, Joseph Kabila. Quelle cote lui attribuer à ce stade? Élément de réponse avec Franklin Chamala, analyste politique et communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci madame. Le gouvernement de cohésion nationale a totalisé 100 jours. Quels sont les éléments concrets et réfutables sur lesquels on peut évaluer sa performance? Madame, merci pour l'invitation. Je m'en vais tout de suite vous dire que sous la direction du chef de l'État, le Premier ministre Matata Pognon poursuit la conduite de l'action gouvernementale conformément aux missions qui lui ont été assignées par le chef de l'État. Ces missions se déclinent s'agissant de l'équipe Matata 2 qui est également qualifiée de gouvernement de cohésion nationale. Ces missions se déclinent en la poursuite de la reconstruction du pays. Est-ce que 100 jours après, on sent que la dynamique est maintenue? Ces missions se déclinent en la poursuite de la consolidation de la paix et de la sécurité sur l'étendue du pays. Est-ce qu'on sent que la dynamique est maintenue? Ces missions se déclinent notamment en la mise en application des résolutions et des recommandations des concertations nationales. Ces missions se déclinent en la préparation, le concours que le gouvernement apporte à la préparation des prochaines échéances électorales. Bon, maintenant, sur l'un ou l'autre des chapitres, 100 jours après son entrée en fonction, est-ce que ce gouvernement bouge les lignes? Je dis oui. Sur les chapitres de la consolidation, la poursuite de la consolidation de la paix, sur l'étendue de notre pays, la M23, après, en fait, la M23, les ADF Nalou sont rasés et écrasés, maintenant les FDLR sont poursuivis, même dans leur dernier retranchement, grâce à la dynamique qui a été imprimée par les chefs de l'État, celle consistant à restaurer effectivement la paix sur toute l'étendue de ce pays-là. Sur les chapitres de la diplomatie, la voix de notre pays est dorénavant entendue, avec sa stature d'une puissance renaissante dans la région. Toutes les organisations régionales comptent dorénavant avec la RDC. SADC, COMESA, CIRGL, j'en passe le meilleur. La voix de la RDC est entendue et respectée. Mais sur les chapitres de la gouvernance économique et sociale, la poursuite des efforts de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité des prix, la stabilité de notre monnaie, c'est dorénavant des acquis du peuple. Et le peuple dorénavant sait que la stabilité des prix et la stabilité de la monnaie face aux devises étrangères, sont ses acquis. De sorte que, aujourd'hui, une moindre perturbation sur ces chapitres-là doivent requérir les explications de la part du gouvernement. Mais Franklin Chamala, certains analystes estiment que ce gouvernement est voué à l'échec du fait de son caractère hétérogène, mais également de sa composition qui n'a pas tenu compte des compétences. Qu'en dites-vous? Moi, je juge le gouvernement à l'action. À l'action. La dynamique, est-ce qu'elle se poursuit? Je note qu'elle se poursuit. Que des écoles reconstruites au fin fond de nos villages, à Bambessa, d'où revient l'ancien ministre Nemoyato. Des écoles neuves qui naissent des cendres, qui naissent des décombres, les décombres de l'action de notre cupidité. Mais il y a des écoles, pendant que les enseignants se plaignent, ils ne sont pas bien payés. Madame, chaque chose en son temps. Il y a chaque chose qui est inscrite sur le planning du gouvernement pour un temps donné. Sur ces chapitres d'école, est-ce que vous savez que le Premier ministre Matata a même révélé que le financement est toujours disponible, mais les agences d'exécution de ce projet de réhabilitation, de reconstruction d'écoles se plaignent du manque du personnel, maçons, maîtres, contre-maîtres, ça manque en province, alors que l'argent est disponible. Il en a appelé aux uns et aux autres pour que ceux qui se sentent à même de concourir
à la réalisation de ce projet se présente parce que l'argent est disponible. C'est des choses qu'il faut noter dans l'histoire de ce pays, des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Une dernière question, Franklin Chamala. Il existe une crise évidente de leadership entre certaines têtes de ce gouvernement. Cela risque de fragiliser l'unité et les résultats attendus. Vous ne pensez pas? Je pense que nous sommes dans une société des humains, n'est-ce pas? Tous les problèmes qui peuvent se poser à notre société appellent des réponses qui doivent être puisées en nous-mêmes. N'est-ce pas? En nous-mêmes. Et le chef de l'État est là pour ça. Si il a noté au cours de ces 100 jours qu'il y a eu ici un problème ou là, je pense qu'en sa qualité de la plus haute autorité du pays, il ajustera ça et là. Mais il ne faut pas avoir la fixation sur les problèmes parce qu'au-delà des problèmes, les Congolais ont su extirper de leurs entrailles des solutions dont les effets sont palpables. J'ai parlé des écoles, je parle de beaucoup d'autres choses dont nous parlons les effets, évidemment. Nous avons au-devant de nous beaucoup de défis. Donc la route, le chemin à parcourir est encore long. Pour conclure, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Beaucoup de choses à faire. Nous devons maintenir le cap du travail et du travail constructif. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, madame. Rendons-nous au Sud Kivu. La situation sécuritaire reste encore tendue et confuse à Boko, en territoire de Fizi, à la suite des affrontements qui se déroulent dans la région entre les FARDC et les miliciens Maïmaï du groupe Bouakassala. Le bilan actuel fait état de 5 miliciens tués et 3 blessés. Les habitants ont fui vers la brousse. Le point avec notre correspondant Joseph Amani Alimassi. Ce mercredi, de 3 h du matin à 9 h local, violents affrontements ont été signalés dans le Mboko, précisément dans la forêt de Boulambo, entre les FARDC et les miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki du groupe Ouassakala. Selon des sources policières sur place, on apprend que les Raïa Mutomboki du groupe Ouassakala sont appuyés par leurs alliés Makombo, leurs alliés Ouseni et quelques éléments du seigneur de guerre Amisi alias Yakotumba, connu dans cette partie de la province du Sud Kivu. Après l'affrontement pendant 8 heures, ils ont progressé vers Magogo à une vingtaine de kilomètres du territoire de Fizi. Le bilan de ces combats sont d'une telle intensité que le premier rangé reste le conditionnement des loyalistes aux militaires de déposer les armes et se rendre au FARDC, à la police nationale congolaise ou encore d'intégrer la vie civile. Au terme de ces affrontements, le bilan provisoire fait état de 5 Raïa Mutomboki tués et 3 autres grièvement blessés. Pendant toutes ces conquêtes, les FARDC n'ont rencontré aucune résistance musclée de ces miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki. La société civile de Fizi a loué le professionnalisme des SPC dans ces affrontements sans causer de dégâts collatéraux à l'endroit de la population civile. Aux dernières nouvelles, nous venons de l'apprendre, une mission des humanitaires est en route pour évaluer l'ampleur des déplacements des populations dans cette partie du territoire de Fizi. Amani Joseph, Bukavu, Radio Télé 50. Autre titre d'actualité, la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO et la réduction progressive des effectifs des casques bleus sur le territoire congolais sera au centre des discussions à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce jeudi 19 mars à New York. En croire Martin Kobler, l'enveloppe globale de la MONUSCO s'élève à 1,4 milliard de dollars américains par an. Mais pour de nombreux observateurs, le bilan de la mission onusienne en RDC n'est pas brillant. En dehors de nos frontières, le pape François manifeste son soutien aux populations du Nigeria frappées par les violences terroristes de Boko Haram. Dans une lettre adressée mardi aux évêques du pays, le souverain pontife encourage en particulier les prêtres, les religieuses et les missionnaires qui, malgré des énormes sacrifices, n'ont pas abandonné leurs troupeaux mais sont restés au service de Dieu. Sachez que le pape s'y rendra pour la première fois en Afrique vers la fin de l'année. Cette tournée devrait le mener en Ouganda et en Centrafrique. Direction l'Israël, c'est une grande victoire pour le Likoud. Malgré les pronostics, le parti conservateur de Benyamin Netanyahou a remporté 30 sièges sur les 120 au Parlement après le dépouillement de 99% de bulletins de vote. L'Union sioniste, formation de centre-gauche qui était donnée en tête des intentions de vote, n'aurait que 24 sièges. Son leader Isaac Herzog a d'ores et déjà félicité son adversaire pour sa victoire. Suivez. On le disait perdant, finalement, Benyamin Netanyahou a créé la surprise lors des élections législatives israéliennes.
Le parti du Premier ministre sortant a devancé son rival de centre-gauche de l'Union sioniste, que les derniers sondages donnaient favori, selon les résultats officiels presque définitifs communiqués ce mercredi matin par la commission électorale. Dans la soirée de mardi, 2 sondages donnaient pourtant le Likoud et l'Union sioniste au coude à coude, avec 27 sièges.